Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Luca Jacques Chevalier, alias Laluca. Hello, bonsoir. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Et bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Luca, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Avec plaisir. Donc moi c'est Luca Jacques Chevalier, plus connu sur internet avec le pseudo Laluca, mais ça a créé un peu de confusion, donc maintenant je me retrouve à répondre à Lalu, Lalou, Laluca ou encore Laluca. L'origine c'était bien Laluca. Moi ce que j'adore faire c'est décortiquer des choses, c'est essayer de comprendre comment elles marchent, c'est ensuite le partager avec les copains et qui veut bien l'entendre aussi. Sinon dans la vie de tous les jours je suis pentester, red teamer, un peu de blue team, un peu d'enseignement et voilà. Alors qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à la cybersécurité ? Ça a commencé par un concours de qui c'est qui a la plus grande compétence. Avec un ami, back in l'école d'ingénieur où on était vers Valence, on s'est un peu tiré la bourre. C'était vraiment le concours classique de « Ah waouh, il m'a encore dépassé hier soir, il va falloir grind un petit peu, il va falloir aller pousser pour voir qui arrive à comprendre les choses les plus complexes. » Et en fait, c'est passé très vite d'une réalité à et si on le faisait ensemble, parce que c'est plus fun, parce que c'est plus sympa, parce que ça va plus vite et qu'on apprend vachement plus de l'autre. Et c'est vraiment parti de pourquoi pas ce sujet. Ça aurait pu être potentiellement n'importe quelle autre discipline avec juste les bonnes personnes avec qui s'entraider et synergiser. Alors qu'est-ce que vous faisiez ensemble ? La réponse officielle, c'est qu'on faisait du route me. La réponse officieuse, c'est qu'on suivait pas forcément autant les cours qu'on aurait dû. Cependant, je pense qu'on est tous les deux très contents du résultat aujourd'hui. Mais c'était les profs le problème ? Non, je dirais pas de mal, ni du cursus scolaire que j'ai pu avoir. Bien tenté, très cher Hervé. Non, il y a différentes méthodes, différentes vitesses pour enseigner quelque chose, différents angles d'approche qui vont pouvoir convenir à certaines personnes. Et en l'occurrence, clairement, je ne cracherai pas sur l'école. On a appris plein de choses, appris à apprendre vite, beaucoup. Pas forcément des sujets qui étaient, en tout cas, ceux qui me branchaient le plus, on va dire. Mais rien n'est à jeter, je pense. Et par contre, content d'avoir pu avoir un peu de marge, un peu de temps libre pour caper sur autre chose. Ça manquait de travaux pratiques. Il y avait des travaux pratiques. Je pense que ça manquait de travaux ludiques. Dire à quelqu'un, bonjour, on va recoder un jeu de la vie en Conway, jeu de la vie en C, en bas niveau. Ok, on apprend des choses, pourquoi pas. Mais si on n'a pas donné à la personne avant un petit peu l'envie de faire des choses faciles, ludiques et de se rendre compte qu'on peut avoir quelque chose de tangible très vite. Je veux dire, apprendre à un petit jeune. Vas-y, on va aller juste faire un navigateur qui s'ouvre, qui apprend une capture d'écran, qui va l'envoyer sur ton canal Discord. Le petit jeune, il est content, il se dit « Ah, trop cool, on peut faire plein de choses » et derrière, il va aller creuser lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire TCP ? Qu'est-ce que ça veut dire HTTP ? Comment ça marche ? Juste mettre des murs devant les gens, je sais pas si c'est... Pour les auditeurs, sachez que dans les années 80, c'était tout le temps comme ça. Tous les développements qu'on avait à faire, ils n'avaient aucune autre finalité que d'apprendre à le faire et ils ne servaient strictement à rien. Donc j'ose même pas vous dire ce qu'on nous demandait de faire en informatique dans les années 85, 86, 87. C'était vraiment des logiciels qui ne pouvaient à rien servir d'autre qu'avoir fait un truc dans un langage étrange, genre qui désassemblait un autre truc étrange et ça servait jamais à rien. Pour la beauté de la complexité, juste apprendre à faire des trucs, des beaux châteaux de cartes et derrière pouvoir comprendre les châteaux de cartes des copains. Bon, il y avait quand même des profs que ça faisait bander de faire chier les étudiants à faire ça. Et qu'est-ce que ça t'a appris, justement, par exemple, de passer autant de temps sur RootMe comparé à tes autres camarades d'école ? Alors, ça m'a appris plein de choses. Je sais pas si je le mettrais en opposition de ce que faisaient eux, parce que là où moi je passais du temps sur l'ordinateur, eux ça pouvait être les cours, mais plein d'autres disciplines ou passions tout aussi chouettes. En revanche, moi vraiment là où j'ai adoré, c'est l'aspect ça marchera. En fait, on sait qu'on cherche une faille sur un challenge donné, donc en creusant assez, ça marchera. Et en fait, quand on prend assez de recul, on voit qu'il y a plein de failles unintended, donc non attendues, je présume, sur chacun des challenges. Et en fait, on finit par se rendre compte un peu plus tard avec le temps que tout logiciel, tout programme, tout concept est un challenge. C'est pas « oh, peut-être qu'il y a une faille dans ce logiciel ». Il y en a, point.
peu importe le niveau de granularité, le niveau de zoom qu'il faudra, le temps qu'il faudra y passer, si tu prends le temps, le challenge, il a beau être à 3 fois ton niveau aujourd'hui, pose-toi, parle avec des gens, échange, apprends et ça passera. Et je dis ça même pour des choses, je sais qu'il y a encore un grand nombre de failles, de techniques qui me sont pour l'instant étrangères, mais given enough time, on peut tellement tout faire. On se rend pas compte de l'impact que l'on peut avoir en passant 5-10 heures par jour sur quelque chose. Oui, ce que tu disais, c'est que dans un challenge, la faille, elle est attendue. Mais que dans la vraie vie, il y a toujours des failles inattendues. Non, c'est pas ça? Plutôt que dans la vraie vie, tu t'y attends à ce qu'il y en ait une. Et si tu penses qu'il n'y en a pas, attends-toi à ce qu'il y en ait une quand même et cherche plus longtemps. Parce que tu as poncé les challenges RootMe, mais tu as aussi poncé la plateforme RootMe, donc... Il y a un peu de ça, mais les efforts semblent donner leurs fruits parce que je ne vais pas m'avancer en leur nom, mais je sais qu'il y a des travaux en interne qui essayent de faire la part des choses pour laisser de côté certaines technologies qui avaient tout à fait leur justification et leur raison d'exister en certains temps, mais avec le temps deviennent plus un frein qu'autre chose. Donc j'ai été le relou, je ne regrette pas et je souhaite que ça avance vers le mieux. T'es numéro 1 sur la plateforme RootMe du coup? Absolument pas. Je suis incroyablement admiratif devant les numéros 1. Devant les numéros 1 de il y a longtemps parce que ils ont fait les challenges alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'outillage, en tout cas moins que maintenant. Il y avait moins de ressources, il y avait moins de compréhension, il y avait beaucoup moins de communauté. Donc c'était, à mes yeux en tout cas, soit un peu des one-man army qui savent tout faire, soit je suis extrêmement admiratif à ceux qui arrivent à faire du top 1 ou du 100% de complétion aujourd'hui parce que j'ai essayé. C'est faisable, mais il faut un temps. Il faut soit un temps vraiment, vraiment conséquent, parce que j'ai passé énormément de temps et le mieux que j'ai fait, c'est top 10. Je suis déjà plutôt content, je ne vais pas me non jeter des fleurs, mais ce qui manque en termes de temps pour aller choper le 100% de complétion, et donc même pas top 1, égaliser le top 1, c'est monstrueux. Et on parle que d'une plateforme, et ceux qui font des top 1 sur RootMe sont souvent relativement bien classés sur d'autres plateformes, et je trouve ça ahurissant la compétence les claques qu'on peut se prendre. Et en particulier, quand même, une petite préférence pour ceux qui faisaient ça il y a longtemps, parce que ils faisaient leur propre route. Nous, on est là à lire, ingurgiter du savoir, faire la moyenne entre tout ce qu'on connaît pour trouver des nouveaux chemins, mais le travail est pas le même. On défriche moins. Enfin, sauf certains qui bombardent. Coucou Misu, si tu regardes ça un jour. Comment tu fais justement pour accumuler ces compétences? Parce que moi, je vais te parler de l'époque d'Hervé, parce que moi, le jeu de la vie, je l'ai codé en prologue, effectivement. Et pour faire ça, on allait à la bibliothèque de la Villette, on allait chercher des bouquins, donc le Knut, le PC interdit, la Bible du PC, des trucs comme ça. Aujourd'hui, toi, comment tu fais pour apprendre l'informatique à ton âge? Tu vas sur Reddit, tu vas sur Wikipédia, tu demandes à ChatGPT, tu vas sur Discord. Comment je ferais si je voulais apprendre maintenant ou comment j'ai fait il y a 6-7 ans? Et tu penses que ça a déjà vraiment changé en 6-7 ans? C'est-à-dire que maintenant, les gens vont apprendre l'informatique sur TikTok et plus sur MySpace? Moi, j'ai commencé, c'était encore format texte. C'était encore au tout début un petit peu de site du zéro avant même que ce soit rename Open Classroom. C'était un petit peu de solo learn avant qu'il y ait des abonnements payants un petit peu relous. Donc, je ne peux même plus rediriger les gens qu'on aimerait aider vers les ressources qui ont marché pour nous. Parce que certaines n'existent plus, sont plus payantes, sont devenues clairement obsolètes en 7 ans. Je pense que le format a changé. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à rentrer dans le domaine en regardant du YouTube, en lisant des articles, des blog posts, des choses un peu plus légères, même s'ils n'en chopent pas toute la compréhension. Et plus tard, on va se diriger vers des ressources un peu plus denses. Et dans les ressources denses, j'inclus aussi bien les articles Blogspot Google. Project Zero, j'ai poncé ça pendant peut-être 5-6 ans. Les fracs, je les ai clairement pas tout vus, mais pareil, c'est dense, mais c'est incroyable en termes de valeur. Et plus récemment, on peut pas... Enfin, je trouve ça dommage si quelqu'un rentre en sécurité en n'ayant pas vu un minimum ce qu'il a pu couvrir dans son parcours Live Overflow. Parce que c'est plein de portes ouvertes, c'est plein de savoirs faciles à récupérer. Et derrière, il y a que le mal d'essayer de reproduire un peu pour avoir des bases décentes dans plein de disciplines et commencer à faire un peu les liens cross-disciplines et faire des chocs à pic. Ah, c'est quelque chose qu'il y avait dans les années 80, c'est on avait un minimum d'enseignement de l'histoire de l'informatique. Donc on apprenait Turing, tous les débuts. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, dans les écoles récentes, il n'y a pas d'histoire ni de l'informatique ni de la cybersécurité. Donc FRAC, les jeunes connaissent pas nécessairement. Je pense que c'est vraiment très lié aux professeurs qu'on peut avoir et à leurs affinités. Dans mon école, pour le coup, on a eu de l'histoire, un petit peu de l'informatique,
du passé, d'où on vient, aussi bien côté idéologie que côté purement technique et là où on va. Je pense qu'il y a quand même une certaine amour de l'école où j'étais pour le bas niveau, pour l'embarquer, et du coup, ça garde certaines rigueurs qu'on n'aurait pas, par exemple, si on faisait juste du développement web tranquille ou pilou. Donc, non, moi, vraiment, j'ai été assez chouchouté en termes de cours et de backlog des internets. Mais par contre, je suis assez persuadé qu'il y a plein d'écoles qui doivent en avoir pas grand-chose à faire. On est là pour faire de la tech, pour plier du code et... Et là, Lucas, pour revenir sur la question de Nicolas, en 4-5 ans, quelles sont les évolutions majeures justement pour un jeune qui se dit bah voilà, je rentre, j'ai envie de faire de la cyber, à ton avis, il va commencer par quoi? Est-ce que ces ressources, elles sont toujours aussi disponibles? Est-ce qu'il y en a d'autres qui voient le jour et qui deviennent la référence maintenant? Comment tu vois les choses? Je peux dire le buzzword? Vas-y. ChatGPT, AI, wow, LLM. Non, concrètement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je dis pas que c'est déjà terminé, mais les outils et ce qu'on fait a drastiquement changé. Déjà, la forme, je pense qu'on est passé en pas si longtemps que ça il y a quelques ressources bonnes qui sont là et font référence à il y a eu d'énormes surcharges de ressources et arriver à faire le tri dans les articles devient nécessaire. On en parlait en pré-épisode Sorry, de MISC, de FRAC et d'autres références que certaines personnes ne peuvent ne pas avoir. Pour nous, en tout cas moi, ma génération et les petits jeunes, il y a quelques bips qui étaient dans le coin, comme Red Today et les articles de Reverse et de Pawn, comme Pixie Sakendu, son blog incroyable, Daily Security de Gelu. On a tous nos petites bibles avec lesquelles on a grandi, et c'est juste que maintenant, il y a tellement d'articles de qualité et de contenu qu'il faut faire un choix. Avant, on pouvait essayer de faire de la boulimie. Maintenant, il faut faire un choix et vraiment essayer de prendre son temps pour décortiquer un domaine, l'autre. Je pense qu'avant, on pouvait avancer sans être aussi structuré. Maintenant, ce serait se noyer directement. Et je pense que ça se voit aussi un petit peu au nombre de burn-out dans les gens qui sont chauds en sécu. Il y a un trop grand besoin de tri et d'ingestion de gros volumes que ça fait aussi du dégât. Alors, tu as parlé de Live Overflow, qui est un YouTuber assez connu, et d'ailleurs, Google a fait des opérations avec lui. Il y en a un autre qui est Ginvel Colwyn aussi, que j'aime bien. Incroyable, Ginvel. Mais tout ça, et je vais poser la question que Hervé n'a pas osé poser, c'est en anglais. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, est-ce que l'anglais est indispensable? Est-ce qu'il y a encore des bons contenus en français, ou est-ce que même les Français vont aller faire du contenu en anglais juste pour exister sur la scène internationale? Alors, j'aime à penser qu'il y a du très bon contenu dans toutes les langues et que là où on pouvait l'avoir un petit peu accessible avec du Google Traduction en tant que proxy qui marchait tant bien que mal, on n'a plus aucune excuse. Plus aucune excuse en tant que créateur pour ne pas via IA, il suffit d'un GPU qu'on peut même louer ou utiliser ou faire ça en CPU. Moi, je m'amuse pour le contenu que je produis et qui est français. La plupart du temps, j'espère aussi faire contenu de qualité pour répondre à ta début de question. Mais je me plie en deux pour essayer de rendre ça accessible en termes de sous-titrage, de chapitrage, en termes de donner toutes les ressources à tous les liens, tous les pointeurs. C'est pas du contenu divertissement, c'est du contenu pointeur vers tout ce qui peut servir à quelqu'un qui aimerait vraiment plonger dedans et se perdre avec nous, pauvres fous qui créons des vidéos ou des articles ou n'importe quelle source. Il y a aussi eu des balados en français, parce que vous faites un podcast en français, mais certains font un balado, qui sont aussi assez chouettes, donc bien que dans un ton complètement décalé par rapport à ce qu'on peut voir. Et ouais, non, dernier mot quand même, il y a tous les outils. Une personne qui se dit « Oh, c'est pas la bonne langue, je ne vais pas regarder », vous savez trouver des sous-titres pour un film. Maintenant, on a tous les outils pour en générer, pour faire du voice-to-text, text-to-voice, quelqu'un qui veut accéder à quelque chose peut, et s'y arrive pas, dommage. Ça, c'est la différence depuis 2020. Tu peux vraiment lire n'importe quoi sur Internet. Alors, ça a commencé plus tôt, mais là, depuis un peu avant la pandémie, c'est extraordinaire. Tu lis tout avec la traduction automatique. Moi, j'ai quand même fait des études d'informatique dans une université, alors que je vais peut-être pas nommer, mais accrochez-vous. Vous faites licence maîtrise d'informatique, à l'époque, dans les années 80, sans cours d'anglais. Sans cours d'anglais. Je veux dire, ça peut paraître fou aujourd'hui, mais c'était ça. Bon, ceci dit,
C'est comme ça. Voilà. Aujourd'hui, avec la traduction, plus de problème. Et puis les jeunes, ils regardent toutes les séries en VO, donc ils sont bien meilleurs en anglais que ma génération. Wish, il y a encore des grosses réticences. Il y a des gens qui sont très bons en dev des fois que je vois peiner sur de l'anglais. Et mon seul conseil pendant des années, ça a été la première barrière à faire sauter pour que tu puisses vraiment progresser, échanger avec des gens, c'était apprendre l'anglais. Avant même d'apprendre l'info, apprends l'anglais parce que ça va te bloquer à un moment. Et j'ai vu quelques personnes en faire les frais. Et je reviens petit à petit sur ce que je dis. Parce que même si je pense que c'est bien utile et que apprendre, quand tu connais déjà 5, 10, 20 langages, apprendre un autre langage naturel et non ordinateur n'est pas insurmontable. Maintenant, est-ce que ça a vraiment encore autant d'utilité comme conseil? On va tous avoir on a déjà nos pixels, enfin nos écouteurs connectés qui font de l'amélioration de son. On a déjà tous les téléphones qui peuvent faire de la traduction avec un petit LLM en local qui va même pas liquer nos conversations. C'est plus des choses qui sont inatteignables et du coup, est-ce que ça a de la valeur d'apprendre d'autres langues étrangères autres que pour la beauté ou l'amour des langues? Je suis moins convaincu qu'à une époque. Je le suis toujours, mais un peu moins. Et pour en revenir sur cette création de contenu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse du truc? Est-ce que tu es sur Twitch? Est-ce que tu es sur YouTube? Est-ce que tu es sur TikTok? Enfin voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu es sur quel média? Pourquoi? Et si tu peux nous parler un petit peu de ton projet. Ah, écoutez, moi, je mange avant tout à tous les râteliers. Je suis vraiment une grosse gourmande. Non, avec un peu plus de sérieux. L'idée initiale, c'était... J'aime faire beaucoup de veille techno. Je dévore un nombre d'articles assez conséquent. Donc, si possible, faire profiter un maximum de monde. Juste, comment est-ce que quelqu'un qui ne sait pas tout loin de là, mais commence à avoir un peu d'expérience, va aborder un article, aborder une techno, faire un test de quelque chose et rendre ça accessible. Sauf que l'histoire fait que, en voulant rendre ça accessible, il y a forcément des pain points, il y a forcément un projet qu'on va tester. Et en 2-3 heures de stream, s'il y a un bug qui m'a pris en l'occurrence 2-3 heures à corriger, j'ai gâché 3 heures pour tout le monde. Donc ça nécessite un peu de préparation en amont. Donc les streams sont un peu plus quali, certes, mais ça se met à être un peu plus chronophage, vraiment. Mais ça a aussi pris une deuxième tournure, plus qu'être que de la veille techno. Il y a eu de plus en plus l'aspect communautaire que j'essaie de faire passer dans ce projet, donc de Think Love Share, sur Twitch, sur YouTube, sur ce que vous voulez. Et là, l'idée, c'est juste donner un peu une scène ouverte à ceux qui ont des choses cool à dire. On n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui vient nous vendre un produit, on n'a pas envie d'avoir des choses qui sont du politique, qui sont trop de la vie personnelle. C'est un peu reprendre, vraiment c'est qu'on peut que je dise ça, mais avec nos petites chaussures de loin, reprendre l'aspect époque hors GTFO, qui est à mon sens un truc extrêmement qualitatif, et on va pas parler de technique, on va faire de la technique. On va pas dire oui, on a fait des slides et en fait avec 3 mois de recherche on a trouvé ça. On va vraiment montrer le déroulé, montrer le code, montrer quel est le putain de point-virgule ou de je ne sais quoi qui nous a fait perdre 3 jours, le préparer un peu pour que ce soit digeste et concis, comme pas mes réponses ce soir, et surtout essayer de partager ce que les gens aiment et ce que les gens font. Et il n'y a pas que de la sécu, il peut y avoir du de la cross-discipline, juste, si quelqu'un arrive et me dit, je sais faire de la musique par ordinateur, mais avec du code, fonce. Si quelqu'un me dit, moi je fais du traitement du signal, mais qui permet d'avoir peu importe. Tant que c'est quelqu'un qui pratique et qui montre ce qu'il aime faire. Et typiquement, Johan, il peut être invité pour parler domotique avec ses ESP32 ? Avec grand plaisir. Tant qu'on est là pour creuser quelque chose, pas juste parler, mais vraiment montrer ce qu'on fait et pratiquer. J'ai hâte de voir ces hardware failures, j'ai hâte de voir le code qui compile pas. Les tests, on fera pour une autre fois, pas de problème. Montre-nous des choses, Johan, avec plaisir. Ah, vous seriez déçus. Mais tu parlais d'anecdotes rigolotes. Est-ce qu'il y en a qui te viennent à l'esprit ? Oui. Alors, forcément, c'est que j'ai déjà raconté quelques fois, mais moi, ma préférée, c'est l'anecdote de la pastèque. Petite anecdote d'une journée de pentester classique où on se réveille, on envoie une côte et le site plante. On envoie 2 côtes et le site marche. On envoie 3 côtes et le site plante. On envoie 4 côtes et le site marche. On se dit, chouette, une injection SQL ou quelque chose. Et ensuite, on fait encore plus un, et ça se met à faire non, oui. Et ça n'a plus aucun sens. Arrive le moment de lucidité où on se dit, je vais mettre un mot, juste des caractères alphanumériques, pas de nom, pas de problème. Dans le doute, pastèque. Et le serveur ne s'est jamais relevé. J'ai des suppositions, j'ai des guesses éclairées, j'ai pas la réponse. Je ne saurai jamais. Voilà.
C'est en référence à la sécurité pastèque de Nico? Je ne pense pas. C'est juste devenu un running gag dans un groupe d'amis dénommé Pontime, cœur sur eux. Et on a régulièrement dans nos chats de Discord interne un lundi matin. Allez, super, j'ai pastèque mon domaine contrôleur. Allez, super, pastèque le cloud du client. Ça va encore bien se passer cette semaine, super. C'est juste mignon, c'est gentil, et il y a quand même vraiment une anecdote technique avec un gros raté derrière, mais on ne saura jamais. Est-ce que pastèque fait partie de tes dictionnaires, du coup, maintenant? Même pas. Parce que je l'écris PASTEK aussi, donc je peux pas faire ça. Je profite de cette petite pause pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Apprenez l'anglais, moi c'est mon conseil numéro 1. Alors les jeunes, effectivement, ils regardent Netflix sans sous-titres, mais ils ont quand même un accent, même moi, hein, je veux dire, les Français dans l'ascenseur, tu les repères. Mais dire aux gens, tu vas pouvoir traduire en live avec tes oreillettes, etc., c'est comme dire, ça sert à rien d'apprendre le C ou le Rust, parce que tu as des transpilers depuis Python, donc tu codes dans un seul langage, et quand tu as besoin d'un nouveau langage, tu utilises un transpiler, quoi. C'est utile et ça le restera toujours, mais est-ce que c'est aussi prioritaire qu'avant ? Oui, parce qu'en fait, pour qu'une conversation soit instructive et engageante et intéressante, il faut qu'il y ait de l'instantanéité, de la réaction que ne permet pas les systèmes de traduction instantanée qui ne sont pas instantanés. C'est un effet satellite, tu as une demi-seconde de décalage, et quand un mec fait une blague et que tu rigoles une seconde après, bah c'est pas une conversation naturelle, quoi. Moins naturelle, mais là tu penses pas du fait qu'on prenne des tours de parole, qu'on s'écoute et qu'on soit assez attentif, la vidéo aide bien entendu, on pourrait largement le faire avec l'audio traduit en réel, ce podcast. Ça se prête pas à toutes les discussions, mais ce podcast s'y prêterait. Et c'est une discussion pas mal. Alors je connais quelqu'un qui a passé son podcast en voix générée par l'intelligence artificielle parce qu'il a été opéré d'un cancer de la gorge et qu'il a perdu une corde vocale. Et le résultat n'est pas le même. T'as pas l'intonation, tu peux pas passer de nuances en fait en utilisant des voix robotiques. On parle des balbutiements encore de la technologie. Elle est sortie il y a 2 ans. On lui donne encore quelques temps. Crois-moi qu'il y aura les meilleurs scams et les meilleurs podcasts pour rattraper les voix qui ont eu des problèmes. Ça se fera. Tu verras mettre un petit prompt. Donne un ton fleuri à cette voix. Fais une erreur de temps en temps, s'il te plaît. Voire même, juste en ayant appris de nos manières de parler, ça pourra... Peut-être que ça marchera avec Neuralink, parce que le concept sera extrait directement de ton cerveau, mais... Enfin, tu es encore jeune et tu as encore bien confiance dans la technologie. Moi, tu sais, quand j'étais jeune, on me disait qu'il y aurait des voitures volantes et qu'on n'aurait plus besoin de travailler grâce aux robots. Bon, j'attends toujours, hein. Que les batteries de téléphone tiendraient 1 an et pas 1 mois, parce que mon Nokia 3310 tenait 1 mois, hein, sans recharger. Voilà, on n'en est pas là. On va repartir sur la cybersécurité. Quels sont les langages que tu apprécies le plus du point de vue de la sécurité ? Il y a les réponses très faciles, qui serait actuellement de dire Go, Rust, fin du débat. Il y a la réponse que je préfère en ce moment qui est quel est le besoin ? Qu'est-ce qu'on code ? On fait quoi là ? Si on fait un logiciel, si on fait un back-end, si on fait une CLI, il y aura toujours un langage qui répond le mieux au cahier des charges. S'il faut de la sécu, tant mieux. S'il faut de la perf de malade, on pourra quand même avoir un entre-deux assez sympa. Si on veut du prototypage rapide, bien sûr qu'on est censé manger sur s'asseoir sur quelques besoins, sur quelques prérequis pour gagner sur un autre trade-off. On peut pas tout avoir en même temps, en tout cas pas à ma connaissance, even though I wish. Du coup, si on devait donner une réponse là basique, si je devais donner une réponse un petit peu terre à terre, je mettrais dans du meilleur au pire, à quasi égalité Rust Go, puis on va rester dans les langages un peu classiques, hein, je pense qu'il y avait quand même des approches très sympas de Deno, par exemple, donc maintenant il y a Bun et plein de choses pour du Node, mais qui vraiment ont décidé de prendre un langage qui était relativement fonctionnel, rapide à prototyper, et de changer toutes les alternatives en save by default. C'est-à-dire que une concaténation de 2 passes, de 2 chemins, ne fera plus des bizarreries sur les slash. C'est-à-dire que les requêtes, par défaut, sauf explicité, sauf volontairement indiquées, n'auront pas accès au réseau interne. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir accès en dehors du file system, sauf à un endroit vraiment volontairement indiqué. Bref, juste en donnant un runtime bien fait, on arrive à prendre un truc qui était pas ouf et à le rendre décent. Parce que JS, on sait qu'il y a quand même pas mal de choses, aussi bien dans la plème, on pensera aux browsersploits qui sortent les uns après les autres, que dans la flexibilité du langage. Et là, on pense plutôt au hooking, au prototypolution, au fait que tout soit malléable. Et donc, une fois qu'on a passé ces 2 top tiers pleins que j'ignore sûrement,
des langages un peu borgnes, mais à qui on a mis des bons pansements, donc qui vont mieux. Et on a encore tout un tas de choses qui sont complexes, à mon sens. Si on a besoin de sécurité dans ce qu'on construit maintenant, on peut plus se permettre de prendre des approches comme, allez, le pire, ce serait encore des scripts bash, CJ mis à plat quelque part. Ensuite, on aurait toute la partie PHP, mais pas parce que ils font mal les choses, juste parce que ça vient d'un temps qui avait pas les mêmes besoins, parce que j'aime pas le fait de juste bâcher gratuitement, ou je fais que le langage soit extrêmement flexible. On pourrait juste prendre, et d'ailleurs c'est l'approche de Gvoisin et Staffelpagus sont aussi, on pourrait juste prendre un langage qui est branque-ballant, et juste faire en sorte de changer son runtime pour que 90% de la surface d'attaque et des fonctionnalités soient désactivées. On perdrait quelques applis, mais juste en rendant la chose plus stricte. L'avantage des langages type PHP, c'est que tout le monde connaît, tout le monde sait reprendre l'appli. Il y a certaines personnes qui passent à la télé et qui font les meilleures audiences que la France ait jamais connues, tout le monde connaît. Est-ce que pour autant, tu as envie de prendre ça comme gage de qualité? I don't. Mais moi, quand j'ai une appli à développer, je rêverais de faire ça, je sais pas moi, en Rust ou au Camel, mais finalement, tout le monde me recommande PHP. Pour ça que dans l'échelle des langages, il y a quand même des entre-deux qui sont viables. Donc on a parlé de JS, Bun, Deno. On peut aussi parler de Python qui permet de faire des choses propres. À moins qu'on aille chercher vraiment les librairies de serialisation, de templating et des interfaces d'administration ou des choses qui ont trop de complexité. En Python, le plus souvent, les pires des choses qu'on va avoir, tant qu'on n'a pas volontairement pris des composants dangereux, ça va être quoi? Ça va être de la server-side request forgery et du pass traversal avec peut-être de la lecture de fichiers. Ok, peut-être qu'on aura une écriture dans des cas particuliers, mais est-ce qu'on arrivera à en faire quelque chose? Là, si on regarde, du coup, pas ce qu'on en dit, mais vraiment l'implème quand on essaie de le maltraiter, il y a certains langages, certaines approches qui sont nettement plus error-prone, et donc on peut quand même avoir à la fois des langages de prototypage rapide, mais qui vont pas souffrir de tous les pitfalls des autres. Est-ce que c'est ok les acronymes ou vous voulez qu'on en enlève un maximum? Je suis surpris que Hervé n'ait pas encore tiqué sur le nombre de mots anglais qu'il y a dans cette... Je suis un jeune, désolé. Non, mais si j'avais eu instantanément la traduction en français, j'aurais dit, là, ce n'était pas le cas. Donc, je n'ai plus cette capacité à le faire en temps réel, mais effectivement, c'était du joli franglais. Mais c'est pas grave, on a compris quand même. Et quelle est ton approche un petit peu, Lucas? C'est-à-dire, tu es surtout... on va dire dans une approche à vouloir faire de l'offensif. Est-ce que justement là-dessus tu te dis PHP c'est intéressant et quand on voit le nombre de sites qui sont déployés avec du PHP, et justement peut-être qu'on peut arriver à rendre un web meilleur, et dans ce cas-là c'est comment est-ce qu'on peut arriver à prendre tout cet offensif et essayer d'avoir un runtime plus secure? Comment tu vois les choses et quelle est ton approche un petit peu vis-à-vis de tout ça? Approche extrêmement bizarre et potentiellement je vais me prendre des scuds pour ce que je vais lancer. Je suis extrêmement fan de pentest, c'est mon jouet, c'est ma passion et faire de la recherche de failles c'est cool. Mais globalement du fait que tous, moi y compris, ou en tout cas nombreux sont les chercheurs qui aiment trouver un sujet, creuser et le partager après, bien sûr que nos recherches sont aussi accessibles aux acteurs un peu moins chouettes, on va dire. Donc c'est très con ce qu'on fait. Factuellement, c'est très très con. On pourrait juste donner de la disclosure sur les IOC, sur la manière de patcher et ne plus jamais sortir de exploit et même se réfréner de sortir trop de détails. On pourrait ne pas ouvrir certaines boîtes de Pandore et juste mettre un maximum de thunes sur la détection et sur l'auto-healing, l'auto-blocage, l'auto-remédiation. Pour moi, si une boîte veut vraiment se protéger aujourd'hui, ce serait un maximum de détection, un maximum d'auto-remédiation. En revanche, le jeu auquel tout le monde joue, que ce soit que ce soit l'État à donner des formations pour se faire pentester, que ce soit les entreprises à demander du pentest, à vendre des pentests, il y a un trop gros château de cartes qui nécessiterait vraiment un changement fondamental des approches, faire beaucoup plus de guidance, faire beaucoup plus d'accompagnement. Mais faut être honnête, personne n'a envie de faire ça. C'est un travail ingrat. Enfin, peu de monde a envie de faire ça. Donc c'est assez, je pense, antinomique par rapport à tout ce que même j'ai pu faire dans ma carrière, parce que bien sûr j'ai vendu des pentests et j'en vendrai encore, je pense, parce que il y a de la valeur ajoutée. On peut savoir où on en est de son niveau de sécurité. On peut savoir si on n'avait pas des trucs horribles qui traînaient, mais si on est vraiment pertinent dans la détection de l'auto-remédiation,
on paye pas de pentest. On a un truc qui traîne, il va se faire retourner, auto-bloquer, auto-remédier, défense en profondeur aussi granulaire que possible, quelque chose qu'on est censé avoir de toute façon, même si on achète des pentests. Et du fait qu'on ait pu avoir toute cette préparation, anticipation, on aura juste besoin de patcher la faille et ça nous aura coûté 0 en pentest et on n'aura pas forcément perdu de plus. Et on aura au passage éliminé le fait que plein de personnes viennent dans notre réseau interne et prennent des outils au pif pour les lancer sur des hosts au pif. J'ai été junior, je suis senior, je me pense senior. On fait toutes d'erreurs, on en fera toujours. Enfin, c'est factuel. Et selon toi, comment est-ce qu'il faut mettre en œuvre l'autoremédiation pour qu'elle soit efficace ? Ça dépend grandement de la taille de la boîte. Si c'est une petite entreprise, ça va être très compliqué. Il y aura de l'automatisation autant que possible. Dans un monde idéal, on a tous les systèmes de prod qui font des briques interchangeables parce qu'il y a des beaux contrats d'interface. Et dès qu'il y en a un qui donne une alarme de « ça va pas », on le met hors ligne, on le supplémente par son équivalent qui est fait dans des technologies aussi différentes que possible mais répond au même contrat, donc en tant qu'API. Bien sûr, il y aura des petits changements, mais c'est le jeu, c'est ce qu'il en coûte pour ne pas avoir d'incident de sécurité. Et le fait de pouvoir interchanger ces deux systèmes fait que on a toujours à la fois des systèmes site reliability, fiabilité de site au top, parce qu'on peut alterner de technologies on-demand. On a un moyen de remédier tout type d'attaque sur un composant tant que c'est pas un single point of failure, et ça permet d'alterner et de faire le forensic sur le deuxième, le temps de patcher le premier et du coup pouvoir regagner cette balance et cette solidité. C'est un coût, je pense, de développement assez immense, mais c'est tellement un gain de fiabilité en production que de pouvoir faire ces systèmes en green blue, de pouvoir les échanger et faire balle neuve dès qu'il y en a un qui se fait plomber, le temps de la redonner, de durcir. Voilà. C'est un peu idéaliste, je sais que très peu de boîtes font ça, même ne le souhaitent, et ça ne l'est peut-être pas d'ailleurs. C'est vrai que penser à faire les choses dans des technos différentes, faire les mêmes choses dans des technos différentes, ça semble assez contre-productif. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'indispensable, ça, selon toi ? C'est une idée, c'est un angle d'approche, mais une fois de plus, c'est juste un gars qui a eu des idées dans son ordinateur. Ça n'a pas été éprouvé avec des discussions énormes. C'est un avis, c'est subjectif. Mais dans un monde idéal où on aurait assez de budget pour pouvoir faire ça, ce serait top. Et dans un monde un peu moins idéal où on a moins de budget, on peut quand même imaginer avoir différents rule sets, une version plus fonctionnelle et une version mode dégradé, qui est du coup pour le coup ce qu'ils font à Google, suivant leurs superbes articles de fiabilité de site. Et donc faire en sorte qu'un système, lorsqu'il commence à être altéré, attaqué, il réduise, on va dire, de 90% sa surface d'attaque. En tout cas, autant que possible pour bloquer le vecteur, fonctionner quand même et ne permettre de ne pas avoir d'incident et derrière reprendre du service. Mais j'aimerais voir quand même un jour ce que donne l'approche dual techno, on va dire. Il y a bien des gens qui font du cloud agnostique. Pourquoi pas ? En fait, aussi, une des techniques que très peu de gens utilisent et qui pourtant est assez fondamentale, c'est les feature flags, pour faire plaisir à Hervé. Donc, les drapeaux de fonctionnalité, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des monolithes avec des API, des machins et des versions, en fait, chaque composant, chaque sous-système, chaque API est derrière une configuration une bascule que tu peux changer en direct en production. Donc si par exemple ton reset de mot de passe, ta réinitialisation de mot de passe, pardon, je vais faire exprès de n'utiliser que des mots français. Non mais moi je recommanderais étiquette, c'est-à-dire là tu fais de l'étiquetage. Donc tu étiquettes tes fonctionnalités et ensuite si par exemple ta fonction de réinitialisation de mot de passe, elle a un bug parce que par exemple le générateur d'aléas est troué ou prédictible, en fait tu as juste à cliquer sur un bouton et la fonction se désactive en production et tu n'as pas besoin de recompiler ton site, tu n'as pas besoin de revenir à une version antérieure, t'as pas besoin... Voilà. Et c'est des conceptions logicielles extrêmement modulaires et qui sont aussi... on va dire le quadriciel qui permet de faire ça, permet aussi de faire des trucs rigolos en termes de A/B testing par exemple. Donc pouvoir mettre différentes versions de la même fonctionnalité. A/B testing, il faut peut-être expliquer pour les auditeurs. Ah oui, mais je ne connais pas la traduction en français. Alors A/B testing, ça se dit en français, en bon français, A/B testing, c'est-à-dire qu'il y a deux versions de la même chose, deux versions du même site ou du même logiciel, et on va voir et analyser le comportement de l'utilisateur dans chaque version
pour déterminer celle qui est la plus rentable, c'est-à-dire là où le mec, il clique et il paye. C'est pas forcément dans une optique de rentabilité. Par exemple, sur la couleur, t'as 2 boutons. Oui, bien sûr. C'est aussi pour déterminer la plus belle ergonomie. Non mais bon, ce que tu décris, Nico, c'est de l'agilité, c'est de l'agilité d'aujourd'hui. C'est des design patterns, comme on dirait, des manières de concevoir le logiciel, et je ne sais pas si on les enseigne dans les universités. Des patrons de conception, Nicolas. Et c'est enseigné à l'école. C'est en effet enseigné à l'école. Tout le monde n'a pas cousu ses propres vêtements à partir des patrons de modes et travaux, donc je ne sais pas si les gens savent ce que c'est qu'un patron aujourd'hui. Et pas un patron dans le sens chef d'entreprise, mais un patron de couture. Mais tout ça pour dire que je suis ravi d'apprendre que c'est enseigné dans les écoles d'informatique, et je pense que les experts en sécurité devraient se renseigner aussi là-dessus, parce que le problème, comme tu dis, le pentest est un échec. Tu n'as pas prononcé le mot, mais je vais le dire. Et on a tous connu les rapports de pentest qui s'empilent d'une année sur l'autre, et les mêmes failles, les comptes que tu as créés une année et qui fonctionnent encore l'année d'après. Et pourquoi ça marche pas ? Parce qu'en fait, les experts sécurité sont bien en peine pour donner des conseils. Et souvent, ils savent pas programmer eux-mêmes, ils savent pas ce que c'est que du test unitaire, du test d'intégration. Ça, c'est dramatique. Le fait que les mecs qui savent pas programmer, ils connaissent pas les dernières technologies, ce dont on vient de parler, je sais pas moi, les containers, la virtualisation, toutes les bases de l'informatique, la mise en prod, les problématiques de ce que c'est qu'une production qui s'arrête jamais. Enfin, c'est pour moi, justement, c'est le défaut majeur des gens qui ont peut-être des études un peu très orientées, peut-être plus rapides, plus courtes, et qui manquent de recul et de vision globale. Et c'est ça, la qualité d'un bon enseignement. Tu viens de définir des jeunes, bien sûr qu'il manque de vision globale. Ah ouais, une bonne école d'ingénieur, elle t'apprend tout ça. J'ai fait d'école d'ingé, j'ai appris ce genre de choses, mais juste ça... Tu peux pas tout apprendre, il y a tellement de choses. Je veux dire, en école d'ingé, ils galéraient, tout le monde était largué quand ils essayaient juste de nous faire apprendre. Non mais ils te donnent tous les concepts. Ils ont essayé de nous faire apprendre ce que c'était que le LDAP, tout le monde était du père, va parler derrière d'une infracube. C'est game over. C'est non négociable, quoi. Les gens vont être perdus, ça va être un chaos. Non, faut pas faire ça, hein. Faut prendre des concepts simples. Faut déjà essayer de leur donner envie d'apprendre, et puis ça se fera sur la durée, mais... Non mais ils ont fait des maths quand même pour arriver là. Ouais, mais... Bah, on dirait pas. Il y a trop de layers. On arrive à un stade où il y a tellement de layers de complexité que tu peux pas t'attendre à ce qu'ils aient tout bouffé en 2 ans. Et avec d'autres matières en même temps. C'est anti-écologique. On consomme de plus en plus de CPU, on a de moins en moins de batterie, parce qu'on ajoute des couches. C'est scandaleux. C'est ces jeunes qui ne savent rien faire. Au vu de la complexité, en fait, la Luca là, que tu vois avec, comme tu dis, l'empilement des couches, etc., quel est ton avis un peu sur la question, sur la collaboration avec d'autres personnes? Est-ce que finalement, les fameux, je sais plus comment ton expression, le One Man Army, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce qu'en fait, au vu de la quantité de tech qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui, en fait, on peut pas arriver à tout maîtriser. Et en fait, on se doit, grosso modo, de devoir collaborer avec d'autres personnes pour avoir un plus gros impact sur, je sais pas, l'exploitation d'une vulnérabilité, pour aller encore plus loin, pour vraiment sécuriser l'application en profondeur, ou le service, ou l'infrastructure complète. Enfin, ouais. Ouais. La question était, est-ce qu'un One Man Army, ça suffit? Ou est-ce que c'est good enough? Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? Si on veut juste faire du dégât, oui, une personne, c'est largement assez. Si on veut faire du dégât, une personne même incompétente, c'est largement assez. Après, si on veut aider à durcir un système, à ajouter tout un tas de monitoring, de bonnes pratiques dans une infra, de défense en profondeur, le One Man Army, il va se noyer sur 15 000 sujets, il va en maintenir peu, parce qu'il aura touché tout ce qu'il pouvait, parce qu'il faisait le pompier en permanence, et ça ne va, je pense, pas très bien se passer. Non mais regardez les rançongiciels. Regardez les rançongiciels, à quel point c'est industrialisé, et chacun a une tâche très limitée. Donc, c'est pas qu'il y a beaucoup de couches, mais voilà, il y a beaucoup de métiers différents, et à chaque fois, ce sont des gens différents. C'est une industrie avec chacun sa tâche. Donc là, peut-être, il faut chacun dans une couche. Franchement, il y a des gens
qui sont fous, des gens, des petits jeunes, des gens qui sont planqués, qui ont, je sais pas, la trentaine, la cinquantaine, peu importe. On se rend pas compte des monstres de compréhension qu'on a autour de nous. Et les groupes qui font ça en étant nombreux, il y a sûrement quelques gens qui pourraient être pareil, qui sont extrêmement bons, mais c'est qu'ils ont décidé d'agir comme ça, de se mettre comme ça, parce que c'était plus rentable, que ça prenait moins de temps. Mais vraiment, pour le faire, une personne is enough. Et du coup, pour gérer le bordel généré par tout ce genre d'action, une personne n'est clairement pas assez, parce qu'il y a de l'humain à gérer, parce qu'il y a du financier, parce qu'il y a du légal, parce qu'il y a toute la partie logging, parce qu'il y a la partie quand même essayer d'enlever les failles les plus criantes, parce qu'il y a de la partie juste remédiation logicielle. Une entreprise qui galère en termes de sécurité, est-ce qu'elle doit prendre 2 personnes pour faire de la sécurité, ou est-ce qu'elle doit prendre une personne pour voir un petit peu ce qui se passe en interne et une personne qui va juste passer son temps à mettre tout ce qu'elle peut à jour parce que ce sera là où il y aura le plus d'impact? C'est très con, c'est très terre à terre comme réflexion, mais des fois, c'est la question à se poser. Je vais rappeler la loi de Parkinson. Le travail remplit tout l'espace disponible. Donc, que tu prennes 1, 10 ou 100 experts en cybersécurité, ils vont tous être occupés. Ils trouveront toujours quelque chose à faire. Il y en a un qui mettra à jour les logiciels, il y en a un qui recompilera depuis des sources pour éviter les backdoors, il y en a un qui fera le support aux utilisateurs qui ne se souviennent plus de leur mot de passe de 16 caractères. Enfin. Non, mais clairement. Mais après, si tu as une petite entreprise de 10 personnes et que tu arrives à harmoniser, tu peux te dire qu'une personne pour même peut-être 15-20, ça peut être un ratio décent. Après, si tu tombes à moins que ça, faut vraiment... C'est même pas une question de pas faire grand-chose, c'est avoir un cœur d'activité très spécifique pour pas avoir trop de surface d'attaque à couvrir. Une personne tout seule peut pas. Trop de choses peuvent mal se passer. À l'aide. Tu es encore jeune et naïf, mais c'est rare que tu aies une personne en sécurité si tu as moins de 1000 personnes dans ton entreprise. Ah, mais je sais. Je suis totalement aware de ça, au fait de ce genre de situation. C'est juste que, forcément, on voit que ça se passe pas forcément comme il faudrait tout le temps. Oui, mais le coût d'une ressource en sécurité par rapport à des productifs, tu vois, à des commerciaux qui vont vendre ton produit, à des gens qui travaillent sur les machines, qui fabriquent le produit, le coût de l'expert en sécurité qui est juste là pour passer les mises à jour d'antivirus et de Windows, il peut pas être absorbé dans une TPE, quoi. On est bien d'accord, et c'est pour ça qu'on a des gros problèmes en ce moment, et que tout le monde a des gros problèmes, et un changement d'approche serait nécessaire ou aurait été nécessaire. Est-ce que pour autant quelqu'un a la bonne approche ? Peut-être pas. Mais après, est-ce qu'on a dit que ce monde devait être facile et réglé ? On le sait que c'est galère et qu'il y a des choix à faire, qu'il y a des priorités, qu'il y a des boîtes qui marchent, des boîtes qui coulent. C'est la vie. Ok, Lucas, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Avec plaisir, une fois de plus. Pour moi, le mot de la fin, c'est à ces jeunes, hommes comme femmes, qui essayent de foncer tête baissée à manger toutes les ressources, à vouloir tout apprendre tout de suite. Prenez votre temps, ne vous cramez pas. Il y a beaucoup trop pour pouvoir le faire en une soirée, une semaine, un mois, un an. Prenez quelque chose qui vous intéresse, qui vous amuse, et prenez surtout votre temps. Tchou. Merci Lucas, merci d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.